Bonjour à tous. Sans plus attendre, en partenariat avec Radio Campus, une proposition de la Fédé 100% en dynamique. 40 minutes d'échange et de débat au travers d'un podcast sur le handicap. En dis-nous tout. Au programme aujourd'hui, une plongée dans les disparités de situation au sein d'une minorité, les étudiants en situation de handicap. L'histoire de ce sujet commence avec des jeunes en situation de handicap faisant le choix de poursuivre leurs études dans le supérieur. Leurs expériences scolaires, vécues notamment dans le secondaire, sont souvent très hétérogènes. Positives, avec des difficultés d'intégration, des expériences d'enseignement alternées qui nécessitent à l'élève de s'adapter, ou encore des parcours plus heurtés. La pluralité des expériences liées au parcours scolaire semble un facteur qui peut être déterminant, à la fois sur le choix d'orientation et par conséquent sur le projet professionnel, et sur le degré d'inclusion réel dans le parcours universitaire. S'additionnent ainsi des facteurs tels que le contexte d'apprentissage, les ressources financières, l'histoire de la famille ou l'engagement des parents. Donc, nous avons souhaité réunir un professionnel de l'accompagnement dans l'enseignement supérieur, Julien Soro, une scientifique qui a rédigé un article dans la Revue française des affaires sociales sur ce thème, Anaëlle Milon, et un jeune qui raconte son parcours, Grégoire Bouchetou. Pour parler ensemble aménagement, émancipation, accompagnement individualisé, environnement pédagogique, ressources financières, liens sociaux, personnalité, contexte social, autonomie et accessibilité. Alors historiquement, il y a différents modèles conceptuels qui ont proposé de définir le handicap différemment. Pour le faire très vite, il y a un modèle médical ou biomédical qui est plutôt centré sur la personne. Ensuite, un modèle social ou environnemental qui, lui, va se focaliser sur l'environnement dans la production du handicap. Et enfin, dans les années 90, un modèle plutôt interactif ou interactionnel qui s'intéresse à la rencontre, au rapport entre l'environnement et la personne. Anaëlle Milon, j'ai 34 ans, je suis docteur en sciences de l'éducation au laboratoire LISEC à l'Université de Lorraine. D'un point de vue sociologique, l'objet handicap, il est plutôt ignoré dans la tradition sociologique, à part quelques exceptions comme les travaux de Goffman sur la stigmatisation. Mais c'est surtout les disciplines à vocation soignante, notamment la psychologie, qui vont s'intéresser historiquement à cet objet handicap. Il faut attendre les années 70 pour que le handicap devienne un objet sociologique, lorsqu'il est devenu un enjeu social en termes de mobilisation collective et de politique publique notamment. Donc le sociologue Alain Blanc propose de définir le handicap comme une relation, comme une construction, qui suppose deux conditions. Un corps déficient, selon les normes en vigueur, et un environnement ou des environnements inhospitaliers, donc matériels, sociaux également, qui produisent des situations handicapantes. Il n'existe pas un profil type de l'étudiant en situation de handicap et je vais dire bien heureusement. Il y a forcément des disparités de situation. On note quand même qu'il n'y a pas de profil type de l'étudiant en situation de handicap avec donc en corollaire une méthodologie d'accompagnement type qu'on peut appliquer à tout le monde. Et ça, c'est plutôt heureux. Nos étudiants en situation de handicap sont comme n'importe quel étudiant qui s'inscrit dans nos établissements. Julien Soro, j'ai 40 ans, je travaille à l'école de management de Normandie et je suis responsable du service équilibre inclusion. À ce titre, je pilote les actions de la mission handicap de l'établissement avec mes 3 collègues. L'inscription dans un cursus d'enseignement supérieur, c'est bien évidemment suivre des cours et des apprentissages, mais pas que. Et j'ai presque envie de dire, et surtout pas que. Au-delà des compétences qu'apportent les cours, la vie à l'université, dans une école, c'est avant tout des rencontres avec un groupe de jeunes. Souvent, c'est un premier déracinement, un premier déménagement de l'environnement familial. Et tout ça constitue aussi le parcours de formation d'un jeune. Une entrée dans le monde des adultes, si j'ose dire, même si la plupart de nos étudiants sont déjà adultes, ils sortent de l'adolescence pour rentrer de plein pied dans le monde des adultes, avec bien évidemment les problèmes et en tout cas les thématiques qui vont avec, prendre un logement, s'intégrer, faire la fête avec d'autres camarades, etc. Et nous devons, nous en tant qu'établissement du supérieur, nous assurer que
les étudiants en situation de handicap ne soient pas mis à l'écart de toute cette vie sociale, sportive, culturelle qui font la spécificité de nos établissements et de nos universités. Concevoir des techniques d'accompagnement, des dispositifs d'accompagnement, il faut généralement étudier la population. Mais étudier cette population va poser problème. Pourquoi ? Parce qu'on connaît des difficultés pour délimiter, pour définir cette population. Elle est très variable selon qu'on se base sur les définitions officielles, les données administratives, les diagnostics des praticiens ou les déclarations des personnes elles-mêmes. Dans le cas des études supérieures, la catégorisation institutionnelle ou administrative des étudiants reconnus en situation de handicap, elle apparaît réductrice par rapport à l'ensemble des étudiants qui sont concernés par l'expérience du handicap. Cette même population, identifiée administrativement, elle est évolutive en termes de type de troubles, notamment les troubles invisibles et les troubles émergents. Donc l'accompagnement va dépendre de la connaissance de cette population, mais aussi des particularités locales, territoriales, dans un contexte de grande différence entre les établissements du supérieur et les environnements pédagogiques. Alors bien évidemment, nous accueillons dans nos établissements des étudiants en situation de handicap qui sont par nature divers et variés. Ils sont divers et variés de par leur profil, de par leur parcours de scolarisation, de par leur choix de vie, de par leur origine sociale, familiale, leur environnement direct. Au-delà de toutes ces différences, nous devons, en tant qu'établissement du supérieur, de leur apporter un accompagnement individualisé, peut-être encore plus qu'un étudiant qui n'est pas en situation de handicap. C'est la grande difficulté de nos établissements actuels et c'est le passage entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Pour connaître les différents parcours de scolarité vécus par un jeune, tout va dépendre des critères qu'on va utiliser pour caractériser ce vécu ou ces parcours. Dans ma thèse, par exemple, j'ai utilisé différents critères pour caractériser les parcours scolaires antérieurs des étudiants que j'ai interrogés. J'ai utilisé notamment le vécu de la scolarité, le rapport à l'école, le rapport au savoir. Finalement, ça pose la question des émotions, des affects, du sens que l'élève va accorder à l'école, au savoir, mais aussi les questions relatives au rapport aux autres, aux enseignants, avec leurs paroles plus ou moins encourageantes, aux autres élèves, avec qui on peut développer des amitiés, ou vis-à-vis desquels on peut vivre un isolement, certaines formes de discrimination, de moquerie, etc. Deuxième élément qu'on peut prendre en compte, c'est la trajectoire de l'élève, en termes d'établissement, de classe, de dispositifs fréquentés. On peut se poser la question où, finalement, dans des dispositifs ordinaires ou spécialisés. Et on peut également se poser la question des temporalités, puisqu'à l'école, il y a une norme temporelle de progression. 1 an, c'est 1 année scolaire. Et donc, à partir de ces différents critères, j'ai caractérisé différents types de parcours scolaires. Des parcours fluides, proches des normes temporelles en milieu ordinaire, des parcours alternés, soit entre le temps des soins et le temps de l'école, soit selon les milieux ordinaires spécialisés, impliquant de multiples transitions. D'autres parcours sont plutôt heurtés, ce sont des parcours du combattant ou des parcours plus chaotiques selon les étudiants. Et enfin, un étudiant également qui a fait l'intégralité de son parcours scolaire en milieu spécialisé dans des établissements médico-sociaux. Est-ce que j'ai des anecdotes par rapport à mon accompagnement ? Oui, totalement.
Grégoire Bouchetou, j'ai 29 ans, j'ai un master en traduction littéraire en langue arabe ainsi que le Cambridge Exam en anglais. Je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant qu'interprète et je vais intégrer en janvier l'Institut du tourisme pour déficients visuels où je vais accomplir une formation comme guide de randonnée. Une fois, je devais passer un devoir sur table. Et normalement, le pôle handicap était censé préparer en amont les sujets, les mettre sur clé USB, tout ça pour qu'ils soient prêts lors de l'examen. Chose qu'ils n'avaient pas faite. Et du coup, je me suis retrouvé à passer l'examen à l'oral avec mon prof, donc à la fin du cours, hein, parce que lui, il a donné l'examen à tout le monde. Et puis à la fin, il me l'a fait passer... dans le couloir, à l'oral, au milieu de tous les étudiants qui allaient et venaient entre les salles de cours. C'était assez cocasse. Normalement, un étudiant devra choisir son cursus par rapport à ses envies, ses compétences, ses appétences, et pas par rapport à telle ou telle école qui peut l'accueillir ou qui ne peut pas l'accueillir. Et là encore, aujourd'hui, notamment pour certaines pathologies ou certains troubles, notamment tout ce qui est déficience visuelle, les étudiants doivent encore enquêter pour trouver l'école qui peut l'accueillir et qui peut permettre de réussir dans son cursus professionnel. Ça, il faut vraiment que tous les établissements travaillent là-dessus pour qu'un étudiant en situation de handicap puisse choisir son parcours de formation comme il le souhaite et pas parce que tel ou tel type de cursus lui est interdit. Dire que le système scolaire et le système universitaire en particulier manque d'aménagement serait un regard quand même très sévère. La dynamique est positive, en tout cas beaucoup plus positive qu'il y a une dizaine d'années. La très grande majorité des établissements, des universités, des écoles ont des structures dédiées au handicap en leur sein. La sensibilisation du personnel enseignant et administratif est très largement accrue. Et si on veut regarder le verre à moitié plein, les missions handicap font preuve d'adaptabilité et d'innovation dans la mise en place des aménagements. Je reste convaincu de mon côté que beaucoup de choses sont réglées par des simples questions de bon sens. C'est pas forcément une question de moyens, mais une question de volonté et de bon sens. Maintenant, quand on a dit ça, on peut aussi avoir un regard un peu plus critique. On peut constater qu'il y a quand même un manque global un manque de moyens, que ce soit financiers ou humains. Alors, quand je parle de manque de moyens humains, c'est bien évidemment dans le nombre de personnel investi dans l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, mais j'insisterai aussi sur le manque de formation. Encore trop souvent, dans nos établissements, on a des personnes très motivées, très volontaires, qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie, mais qui n'ont pas la formation initiale de base pour pouvoir accompagner correctement nos étudiants en situation de handicap. Je fais partie de ceux qui considèrent que l'enseignement supérieur est le parent pauvre des politiques nationales au niveau du handicap. Beaucoup de choses sont faites dans le primaire, dans le secondaire, dans l'insertion professionnelle, mais pas encore assez au niveau de l'enseignement supérieur. Alors que dans d'autres pays, je sais qu'en Angleterre, où j'ai eu la chance de faire des études pendant 6 mois, ça n'a rien à voir. C'est bien organisé. D'ailleurs, en fait, petite anecdote aussi, quand j'étais en Angleterre, l'école où j'étais, en fait, il n'y avait même pas besoin de pôle handicap. En fait, les profs s'adaptaient très bien, avaient leurs cours sur clé USB. Et j'ai jamais senti autant de facilité dans mes études que mes 6 mois à Cambridge. Les process sont souvent lourds pour les étudiants et si on se met aussi du côté des établissements, sont aussi un peu lourds au niveau du personnel administratif et enseignant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe sur des cohortes à 100, 150, 200, 600 personnes sur une même cohorte. On ne peut pas faire de l'individualisation, en tout cas pas la même individualisation que lors du lycée. À titre personnel, dans notre école, moi je me bats contre le surhandicap administratif. L'idée c'est de fluidifier un maximum, que ce soit la déclaration de l'étudiant en situation de handicap. Il faut qu'on lui donne envie de se déclarer, qu'il puisse venir en confiance parler de sa pathologie, de son trouble, de ses besoins, et surtout ses besoins en fait, plus que sa pathologie ou ses troubles, et qu'on puisse l'aider et aider nos collègues à mieux l'intégrer. Nos missions handicap ont pour vocation de disparaître à l'avenir. Ça voudra dire que nos établissements sont réellement inclusifs.
Les étudiants interrogés au cours de mon enquête notent vraiment l'importance du rôle de leurs parents tout au long de leur scolarité. À la fois pour pouvoir poursuivre leur scolarisation, parfois en menant certains combats contre l'école, l'institution, mais aussi parfois contre certaines parole de destin, selon la formule de Bernard Charlot. Une parole de destin, c'est notamment un enseignant ou un médecin qui va dire à un élève « tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas fait pour toi, telle étude, tu n'auras jamais ton bac, etc. » Donc les parents ont un grand rôle de combattants parfois pour permettre à leurs enfants de continuer à apprendre et à avancer dans le cursus scolaire. Et également en termes de soutien, d'aide apportée tout au long de la scolarité sur les devoirs et le travail à la maison, par exemple. Au cours de mon enquête, on note notamment que c'est quasiment exclusivement les mères qui accompagnent les enfants, sauf quand le père est enseignant. Et on note également que ce sont généralement les mères qui arrêtent de travailler quand l'un des deux parents s'arrête de travailler pour assurer le soutien et le suivi de la scolarité. Dans l'enquête, la grande majorité des étudiants se sont dit poussés, encouragés, soutenus par leurs parents à poursuivre des études supérieures. Et la minorité d'entre eux qui ne se sont pas sentis ni encouragés ni soutenus par leurs parents à poursuivre connaissent une scolarisation en établissements médico-sociaux, donc qui implique parfois une transition dans le supérieur plus difficile. Et c'est aussi des étudiants qui ont connu ensuite des parcours dans le supérieur où ils ne sont pas restés dans la filière qu'ils ont intégrée initialement. Donc ils ont connu plusieurs réorientations. Et on peut également noter qu'on retrouve ces étudiants généralement dans les filières les moins valorisées de l'enseignement supérieur, et notamment à l'université, en sciences humaines et sociales. Comment ça s'est passé avec mes amis ? Après avoir bien sociabilisé et trouvé un petit groupe d'amis, moi j'étais plutôt bon en arabe pour l'oral et tout ça. Donc ce qu'on faisait, c'est que souvent je les aidais à réviser, surtout pour le côté oral, quand on avait des passages oraux à préparer. Et eux me lisaient les cours qu'il fallait avoir lus pour le lendemain ou la semaine d'après. Donc il y avait une sorte d'échange de bons procédés en fait entre nous. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement. C'est moi qui à la fin des cours allais leur demander excuse-moi, est-ce que ça t'embête pas si tu me lis tel ou tel cours, vas-y, si tu veux, en échange, moi je peux t'aider à réviser la partie orale pour demain. Alors quand on se demande si les mesures compensatoires sont vecteurs de réussite, tout dépend ce qu'on entend par réussite. En réalité, la réussite, l'échec, c'est des notions assez floues en éducation et elles ont différentes conceptions ou différentes définitions. On peut avoir une vision institutionnelle de la réussite ou de l'échec, comme le fait le ministère qui mesure la réussite dans les premiers cycles universitaires, selon une progression linéaire, etc. Mais on peut aussi s'intéresser à la réussite dans une vision plus subjective, c'est-à-dire pour un étudiant, c'est quoi réussir ses études ? Ou c'est quoi échouer ? D'accord ? Donc quand on s'intéresse à la réussite, peut-être que pour un étudiant, réussir, c'est obtenir un diplôme pour s'insérer professionnellement. Pour d'autres étudiants, ça peut être juste valider ses examens. Tandis qu'un autre étudiant, ça va être obtenir les meilleures notes possibles. Ça peut être comprendre des choses dans un domaine, apprendre, se transformer. Et puis réussir ses études, ça peut aussi être se faire des amis, profiter de la vie étudiante, devenir plus indépendant, plus autonome, faire de nouvelles expériences, etc. Donc tout dépend le sens que l'étudiant accorde à ses études, tout dépend de son projet, et donc c'est compliqué de répondre en termes de réussite. Pour les étudiants que j'ai interrogés dans mon enquête, les mesures de compensation universitaire du handicap, elles apparaissent comme nécessaires, utiles, voire indispensables pour une grande partie d'entre eux, pour apprendre et réussir selon ce qu'ils entendent par réussir. Les mesures les plus utiles selon eux, c'est la prise de notes pendant les enseignements, l'aménagement des examens et l'articulation de ces mesures avec d'autres services concernant par exemple le transport, le logement, etc. Mais la majorité des étudiants que j'ai interrogés considèrent aussi que ces mesures sont insuffisantes, que certaines ne sont pas réellement appliquées, réellement mises en œuvre, ou encore que ces mesures répondent que partiellement à leurs besoins. Alors, est-ce que j'ai mis des solutions autocompensatoires ? Oui et non. En fait, vu que le pôle handicap prenait énormément de temps
imprimer les cours, ou les mettre sur clé USB, tout ça, que par exemple les livres, le temps qu'ils soient transcrits ou mis sur support informatique, ça prenait parfois plusieurs semaines, ce qui fait qu'on était obligé de l'avoir lu. Donc je me débrouillais avec des amis, je demandais à des amis, j'ai également fait appel à des profs particuliers, des gens que je payais hors de l'université pour me lire certains cours. J'ai dû pas mal jongler en utilisant mes propres moyens. Alors les ressources autocompensatoires, c'est finalement quand la compensation est insuffisante, l'étudiant se retrouve seul à devoir compenser et donc va mobiliser un certain nombre de ressources pour auto-compenser les conséquences du handicap. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'il y a des manques, des lacunes ou des limites dans le soutien offert, dans les aménagements, dans la compensation du handicap, pour pallier ces manques, l'étudiant va mobiliser des ressources qu'on peut qualifier d'autocompensatoires, qui vont s'appuyer sur sa famille, ses acquis scolaires antérieurs, ses amis, ses groupes de pairs, etc. Et les étudiants ne sont pas tous égaux face à ces ressources autocompensatoires. Ils n'ont pas le même capital compensatoire possédé. Et donc, ces étudiants peuvent être inégaux en fonction de leur famille, de leur origine sociale, mais aussi de leur vécu de l'intégration dans le supérieur. Je dirais que c'est principalement ma grand-mère, puisque c'est elle qui m'a élevé, puisque mes parents, je les voyais surtout pendant les vacances. Donc oui, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. C'est elle aussi qui s'impliquait beaucoup pour me lire les cours et tout ça, et m'aider. Elle m'avait même accompagné pour mon inscription à l'université. Ma famille, de manière générale, m'a toujours soutenu et m'a jamais essayé de me décourager en me disant non, ça c'est pas pour toi, ça va être trop compliqué. Non, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me soutenait. La plupart des étudiants de mon enquête ont été très soutenus tout au long de leur scolarité, primaire, secondaire. Puis progressivement, après la transition dans l'enseignement supérieur, l'engagement, l'implication de leurs parents va progressivement s'effacer. Mais une partie des étudiants interrogés disent avoir des parents qui sont encore très engagés dans l'enseignement supérieur. Donc certains étudiants ont des parents très engagés au départ et puis progressivement, au fil de leurs études, les trouvent trop engagés et développent un sentiment de dépendance, de ne pas se sentir autonome, mais aussi de ne pas se sentir responsable de soi-même, de ses choix, et m'ont fait part d'un besoin de voir la vie sans eux. Donc ces étudiants mettent en place différentes stratégies. Alors certains choisissent l'éloignement géographique. Je choisis un lieu d'études très loin de chez mes parents. D'autres vont par exemple partir en Erasmus, partir à l'étranger pour créer une sorte de rupture et ils vivent vraiment cette expérience comme une émancipation. Et certains également, certains étudiants font des choix d'orientation qui vont leur permettre en quelque sorte de prendre de la distance avec ce soutien et cette aide familiale, notamment en choisissant des filières et des formations où il y a peu de travail personnel attendu. La grande majorité des familles qui ont été accueillies dans mon établissement sont présentes. Très présentes, voire même des fois trop présentes. Ce sont souvent les parents qui ont porté le montage de dossiers administratifs, etc. Et donc mon rôle, et le rôle de mes collègues en tant que professionnels de mission handicap, c'est des fois aussi de couper le cordon avec les parents, dans le bon sens du terme. L'idée n'est pas évidemment de créer de la rupture familiale, mais plutôt de prendre le relais des parents sur tous les aspects administratifs. S'il n'y avait pas eu l'implication de ma grand-mère, écoutez, je ne sais pas si mon parcours aurait été différent, parce que c'est des études qui m'ont toujours intéressé, j'ai toujours voulu faire ces études de langue. Je pense que j'aurais quand même, du moins j'aurais essayé de les faire, mais ça aurait été beaucoup plus difficile. Peut-être que j'aurais redoublé certaines années et ça se serait peut-être pas passé aussi bien que ça s'est passé.
Eh bien, merci beaucoup pour la dernière partie de ce podcast en partenariat avec Radio Campus. Je vous propose un petit débat d'1 quart d'heure entre nous autour de la question suivante. Dans un moment de vie charnière pour le jeune, de prise d'autonomie et de construction de son identité, comment proposer un accompagnement unique et adapté à tous les jeunes en situation de handicap, prenant en compte le vécu social, le vécu scolaire, mais également leur personnalité? Comment s'est faite la transition, oui, finalement, d'un milieu entre aveugles et malvoyants à ce milieu, oui, de personnes sans handicap, ça s'est fait assez naturellement parce que même étant à l'Institut des jeunes aveugles, j'ai toujours eu des amis voyants parce qu'à côté, je faisais d'autres activités, je faisais du sport, du judo, dans des clubs ordinaires. Donc, même si j'étais pas en intégration, j'ai toujours eu un contact avec le monde des personnes voyantes. Donc ça n'a pas vraiment été difficile parce que j'ai jamais été timide. Quand je suis rentré à l'université, donc que j'allais vers les gens, j'étais toujours très à l'aise et je leur montrais que le handicap n'était pas une barrière. D'ailleurs, j'étais le premier à faire des blagues sur les aveugles ou malvoyants et c'est une chose qui marchait très bien d'ailleurs. Le fait de faire des blagues sur soi-même, sur son propre handicap, j'ai trouvé que ça ouvrait des barrières, que les gens voient que finalement les aveugles c'est pas des mecs qui sont comme ça dans leur coin, non ils sont blagueurs, ils ont de l'humour et c'est quelque chose qui a bien marché. Si je comprends bien, la socialisation c'est l'une des choses quand même les plus importantes. Si j'ai bien retenu, ce qui est primordial, c'est d'aider le jeune en situation de handicap s'émanciper par rapport à ses parents, l'aider aussi à formuler ses besoins par rapport à ses camarades pour pas rester dans des espèces de non-dits qui peuvent donner lieu à des blocages importants. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses importantes à transmettre à ceux qui nous écoutent ? Sur ce point, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'a dit Grégoire, où c'est plutôt à l'étudiant en situation de handicap d'aller d'essayer d'aller à la rencontre de ses camarades. Ça, il peut le faire s'il a le caractère pour et s'il a envie, parce qu'un étudiant ne peut aussi avoir envie de rester tout seul, ou en tout cas de ne pas aller vers les centres de socialisation. En tout cas, il peut le faire si jamais déjà l'environnement est propice. Et là, pour le coup, c'est à nous établissements, de faire en sorte que le reste des parties prenantes, notamment des étudiants qui ne sont pas en situation de handicap, et cette connaissance du handicap de base qui permet d'intégrer notamment dans les actions sportives, culturelles et associatives. Dans nos universités et écoles, la grande majorité du temps se passe en dehors des cours, dans ces assos étudiantes. Et donc c'est à nous, avec des associations comme 100% Dynamique par exemple, de former les responsables associatifs. Nous, on milite à la conférence des grandes écoles et aussi avec les universités pour qu'il y ait des référents handicap également dans les associations. Donc l'idée, c'est pas de transférer notre travail aux étudiants, ça c'est le boulot de l'établissement, mais c'est accompagner les événements étudiants, les responsables associatifs qui peuvent produire des événements réellement accessible. Et moi, je reste convaincu qu'il suffit de petits détails. Hein. C'est dans la façon de communiquer. C'est lorsqu'on a un événement, d'avoir peut-être un référent avec un t-shirt d'une couleur spécifique qui dit, mais si jamais tu as une difficulté parce que tu es déficient auditif ou déficient visuel, autorise-toi. Le t-shirt, ça marchera. Alors, le coup du t-shirt, je vous le concède. Mais en tout cas, qui permet d'avoir ces bons réflexes, ces bonnes postures et qui permet à tout le monde de participer activement à tout. Les activités d'intégration notamment sont primordiales pour un cycle complet. Et si dès le début on rate cette étape-là, l'étudiant rate ça, il va se sentir à l'écart, il va pas se sentir en confiance. Et là pour le coup c'est le boulot des associations étudiantes et donc des établissements pour les aider à se former et à leur donner les moyens. On en revient à la question aussi des moyens. Ouais. Des fois, ça demande des moyens supplémentaires. Ouais. Mais là, j'entends le mot moyen, j'entends le mot association. Je pense, moi, plus du coup à des écoles. L'université, il y a les syndicats qui jouent un rôle très important. Et on a peut-être un petit peu moins de vie associative. Voilà, qu'est-ce que... Au-delà même de la vie associative, la socialisation à l'université est pas du tout la même. On sait que l'enseignement supérieur, selon les filières et les formations, ne propose pas la même chose aux étudiants.
en termes de socialisation, en termes de pédagogie et d'encadrement pédagogique. Et bien sûr que lorsqu'on est dans des filières universitaires à très grands effectifs, où les professeurs sont très distants et où c'est l'anonymat qui règne, c'est difficile pour tous les étudiants et c'est encore plus difficile probablement pour les étudiants handicapés. Donc, à mon avis, la question serait aussi celle de la pédagogie, de l'encadrement qu'on offre à nos étudiants, et pas seulement les étudiants handicapés ou en situation de handicap, mais à tous les étudiants en réalité, parce que pour réussir dans les études supérieures, il faut à un moment découvrir une nouvelle culture, il faut perdre son identité de lycéen, construire une nouvelle identité d'étudiant, apprendre un nouveau langage, apprendre des nouveaux codes, apprendre des nouvelles normes. Et pour découvrir ça, c'est très difficile de le faire seul. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pour ça que les relations avec les autres vont être primordiales et elles peuvent aussi être facilitées par la pédagogie au sens large, c'est-à-dire ce que font les enseignants, mais aussi les activités qu'on propose, des activités de groupe, des temps collectifs, des moments d'échange, etc., etc. Grégoire, comment vous réagissez par rapport à ça ? Par exemple, même si vous étiez spécialisé dans les langues, j'imagine que vous aviez plusieurs professeurs et plusieurs spécificités. Est-ce que la façon de faire du professeur par rapport à l'ensemble de la classe vous a permis de vous sentir plus ou moins inclus selon la façon dont l'enseignement était dispensé ? Alors tout dépendait des professeurs. Certains faisaient des efforts et par exemple s'ils écrivaient au tableau, ils me dictaient à moi juste après. D'autres étaient un peu plus distants et faisaient moins d'efforts. Donc à ce moment-là, c'est mes camarades qui me lisaient. Allez, un tout dernier mot très rapidement si possible. Alors, Julien. Ce sera peut-être aussi l'opportunité d'ouvrir le débat pour des prochains podcasts. Mais ce que tu pointes aussi, Grégoire, c'est la disparité entre la disparité de posture de certains de tes enseignants ou de certains des parties prenantes. Le rôle aussi d'une mission handicap, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est d'accompagner les collègues et qu'il ne faut pas stigmatiser non plus les collègues qui sont en difficulté. Tout à fait. Merci beaucoup Julien, c'est une excellente transition pour vous dire qu'effectivement il y aura des prochains podcasts. Celui-ci était le tout premier en partenariat avec Radio Campus. Voilà, je vais vous laisser. Merci vraiment à tous pour votre participation et à bientôt